Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être accompagné de Valran Moulet-Berthaud, qui est le fondateur du média bien connu Le Crayon. Et c'est de médias dont on va parler aujourd'hui. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez tous envie de lancer un média. On a tous envie de faire de la création de contenu. On arrive aux prémices de l'économie des créateurs, donc ça donne envie de se lancer. Pour autant, c'est compliqué de bien médiatiser son contenu. L'offre est pléthorique, également de la monétiser. Aujourd'hui, on va parler de la méthode du lancement, la méthode de 0 à 10K avec toi, Valran. Bienvenue sur le podcast. Salut Caroline, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir, on a fait hier un petit Instagram Live, c'était mon premier. Donc, merci de m'avoir initié à ça. Je sais que toi, c'est pas ton premier podcast, mais en tout cas, je suis ravie de t'avoir parce que je sais que tu vas nous partager un petit peu les coulisses derrière lancer un média et tu vas déconstruire plein d'idées reçues du genre lancer un média, il faut avoir beaucoup d'expérience en presse, il faut avoir beaucoup de contacts. Non, en fait, toi, tu as lancé ton média de façon très maligne et en faisant vraiment appel au gros marketing. Donc, aujourd'hui, première question pour toi, comment est-ce que tu positionnes Le Crayon dans son écosystème? Vous vous êtes lancé il y a 2 ans. Raconte-nous un peu la genèse du projet. Alors, c'est très bien que tu parles de positionnement parce que je pense que c'est la clé qui fait qu'on se débloque en fait tous les niveaux, si on voyait ça comme un jeu vidéo, du média en fait. Parce que le positionnement, c'est ce qui fait qu'on va être identifié et que les gens vont revenir pour une proposition de valeur concrète. C'est en fait un peu comme une entreprise dans plein de domaines différents. Si jamais ce qu'on propose est flou, si jamais on a une marque de vêtements, mais qu'on propose tous les vêtements, des chaussures, au manteau, au t-shirt, au caleçon, on ne sait plus exactement à quoi sert la marque, si ce n'est le côté fourre-tout. Alors que si on propose d'abord un t-shirt et après on montera en gamme, c'est plus évident pour les gens. Et nous, c'est marrant, mais on a fait l'erreur inverse. C'est-à-dire qu'on a commencé Le Crayon en postant du contenu sur 4 sujets différents, mais qui sont très, très larges: politique, société, business et culture. Et en fait, on a publié tout ça sur les mêmes chaînes et sur les mêmes canaux. Donc, en fait, globalement, ceux qui venaient là pour du business, ça les saoulait d'avoir de la politique. Ceux qui venaient pour la politique, ça les saoulait d'avoir de la culture, et ainsi de suite. Et donc, du coup, on a brassé très large, on a eu un gros trafic, mais on avait une conversion qui était pas énorme, qui était de l'ordre de 1%, on va dire à peu près, en termes de vues. Par conversion, t'entends du coup aussi rétention, puisque j'imagine les gens, ils s'abonnaient et ils finissaient par churner très vite. Ils churnaient très vite, mais le plus gros problème, c'est surtout qu'en fait, ils ne s'abonnaient pas. Ils likaient, parfois ils partageaient, mais ils ne s'abonnaient pas parce qu'ils étaient intéressés par un contenu précis. Et après, le jour d'après, le lendemain, ils avaient un contenu sur un autre sujet. Et donc, du coup, c'est comme si toi, Caroline, tu t'abonnes à un média pour suivre des débats politiques. Et puis le lendemain, tu as l'interview d'un entrepreneur. Les deux peuvent t'intéresser, mais tu es un peu surpris au début. Ouais, ils allaient sur ta page et la proposition de valeur n'était pas claire, lisible. Exactement. C'est-à-dire que la proposition de valeur était beaucoup trop large. Et donc, du coup, nous, on a continué sur ce modèle un peu trop large pendant quasiment 1 an. Donc, on a eu l'avantage quand même de pouvoir parler à énormément de monde de l'écosystème, des entrepreneurs comme Anthony Bourbon, Guillaume Moubèche, des artistes comme Bob Sinclair, DTH, Baumel, ou des politiques comme Najat Vallaud-Belkacem, Jordan Bardella, ou des personnalités de cet ordre-là. Et une fois qu'on s'est rendu compte justement et qu'on a identifié ce problème-là, on a décidé en fait de le séparer en branches. Même si jamais c'est très récent aujourd'hui dans notre écosystème, on a pris cette décision-là en fait assez tôt. Et donc du coup, quand on tournait nos interviews business et nos interviews culture, on les a coffrés. Et pour le culture, on les a toujours coffrés, on les a toujours pas sortis. Et on a arrêté de publier du coup de ces autres domaines. Et c'est là où vraiment on a vu les courbes s'inverser et vraiment décoller réellement. Et même si on avait dépassé les 10 000 abonnés toutes plateformes avant de faire ce changement-là, c'est là qu'on est passé globalement de 20-25 000 abonnés à là, on doit être à peu près aux alentours de 95 000, à peu près tout réseau confondu. Et ça a été un changement majeur. Et c'est intéressant, et je le dis parce que ça peut, à mon avis, parler à beaucoup de gens qui veulent lancer leurs médias. C'est au moment où un de mes amis m'a dit
Écoute, Valorant, moi, vraiment, le crayon, je regarde énormément de trucs, je trouve ça super cool, mais je sais pas comment le vendre à un pote. Je sais pas comment l'expliquer à un de mes potes. Et là, je me suis dit, si quelqu'un qui est un de mes amis, qui aime bien ce que je fais, n'arrive pas à le recommander à quelqu'un parce qu'il sait pas comment l'expliquer, il y a un problème qui est fondamental. Parce que ça veut dire que mon référol, le fait que les gens vont en parler, le fait que les gens vont être des ambassadeurs du crayon, je le bloque même auprès des gens les plus bienveillants possibles. Et on sait que dans les médias, il n'y a pas que des gens bienveillants qui nous regardent. Mais là, les gens les plus bienveillants possibles avaient du mal à le vendre. Et donc, du coup, on s'est tout de suite dit à ce moment-là, OK, donc en fait, il faut créer des canaux par centre d'intérêt, tout en gardant notre ligne qui est une ligne plus difficile à tenir que d'autres, qui est une ligne plurielle, pluraliste. Donc, on interviewe des gens d'extrême gauche, d'extrême droite, de gauche, du centre, des gens hors les murs, donc des gens hors de cette répartition politique-là. Et que rien que ça, c'est déjà une difficulté parce que si on disait on est de gauche ou on est de droite, il y aurait déjà tous les gens de droite ou de gauche qui iraient s'abonner un peu pour, on va dire, faire d'une forme de militantisme. Nous, on a cherché à casser ces bulles, à casser ce militantisme, à faire en sorte que les gens se reparlent, revivent dans un espace commun. Et si on rajoutait à ça, en plus, des interviews d'entrepreneurs ou des interviews d'artistes ou des interviews d'humoristes, en vrai, on n'était pas sorti de l'auberge, très, très concrètement. Et donc, du coup, on a séparé les canaux. Là, on a lancé la branche business qui a eu une grosse traction. Là, on se rapproche des 16 000 abonnés là, sur ne serait-ce que juste la branche business. Et on va lancer la branche pop culture début janvier. Et ça nous excite beaucoup parce que ça va se rapprocher enfin de ce qu'on a créé au tout début, mais version beaucoup plus professionnelle. Alors déjà, tu fais l'erreur qu'on fait tous. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, on va être très large pour parler à tout le monde. Et en fait, ça fonctionne pas. Vous voyez, il y a du churn. Au final, les gens s'abonnent pas. La proposition de valeur est pas claire. Pourtant, le ton est là. Donc, en fait, Valorant, il a écouté les signaux. Il s'est dit, OK, là, je me rends compte que au niveau de mes stats, sur du quanti, j'ai un souci. J'ai un souci pour fédérer. J'ai un souci pour fidéliser. Et après, il y a son pote qui lui a validé par du quali le fait que la proposition de valeur est pas claire. Et à ce moment-là, il pivote tout en gardant ce ton qui avait vraiment bien marché. Et je pense qu'il fait que vous êtes très différents. Est-ce que tu avais observé un peu l'écosystème pour valider ce point-là? Est-ce que tu as regardé ce qui se faisait ailleurs ou tu es juste parti en disant, vas-y, je suis tellement aligné, moi-même, j'ai tellement envie de faire ça. On sent que tu as une passion de ouf et c'est ça qui fonctionne, j'en suis sûre. Comment ça s'est passé un peu derrière le rideau? Bah, en fait, j'ai pas tellement écouté ce qu'on m'a dit parce que j'ai même été carrément dur d'oreille. On aurait dit vraiment un vieillard de 90 ans pour le coup parce que j'ai mis du temps à écouter ce retour. Mais parce on était conscient du côté, si on est sur une verticale, ça va plus vite. C'est juste qu'on est, nous, réellement, sincèrement passionnés par beaucoup de sujets et qu'on voulait en parler et que ça nous frustrait de pas pouvoir en parler et n'être que sur la politique et la société. Humainement, c'est assez pesant quand même parce qu'on est sur des sujets très sérieux. C'est des discussions, c'est un retour qu'on nous fait souvent, mais c'est pas des discussions de salon, la politique, la société. Ça touche le quotidien des gens. Et moi, je suis passionné d'entrepreneuriat. Antonin, un de mes associés, qui est le rédacteur en chef, est passionné par la pop culture. Et donc, du coup, ça nous frustrait de pas pouvoir en parler. Et du coup, on s'est dit, OK, donc du coup, on va arrêter d'en parler sur le même canal et on va juste créer des canaux spécialisés. Et c'est ça qu'on a cherché vraiment à faire. Et ce positionnement-là, on a mis quand même du temps à l'adopter. On a mis 1 an et 3 mois à vraiment faire ce changement-là. Et en fait, on a compensé le fait d'avoir un churn assez régulier et assez élevé par le fait de travailler comme des dingues. On publiait une vidéo par jour. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais une interview ou un débat tous les jours, c'était ingérable, surtout qu'en plus, à l'époque, on n'était pas tous à plein temps. Jules et Sixine, mes 2 autres associés, étaient à mi-temps à ce moment-là. On n'avait pas forcément d'équipe. Donc, on a vraiment travaillé jour et nuit comme des bêtes. On se couchait à 3 heures du mat pour terminer le montage de la vidéo du lendemain. Tout ça, en plus, dans une qualité qui n'était pas dingue, parce qu'au début, c'était nous qui tournions, c'était nous qui montions. Enfin, c'était vraiment très pesant. Et puis, quand on a commencé à se rendre compte qu'on avait besoin de moins publier, qu'on n'était pas obligé de balancer le contenu sur les mêmes canaux, on a du coup gagné du temps, en fait, fondamentalement, commencé à faire du business, et je pense qu'on en reparlera un peu après sur le business model, et qu'en fait, ça nous a permis d'avoir de l'argent pour investir, pour commencer à faire en sorte que Antonin et moi, on n'est plus à tourner, on n'est plus à monter, et donc du coup, en fait, à prendre de la hauteur et à créer une vraie structure. Aujourd'hui, on est un peu plus d'une douzaine dans la boîte, donc on s'est allé quand même assez vite. Mais en fait, on se rend compte que ça aurait peut-être pu aller encore plus vite si on avait vraiment été un peu moins dur d'oreille et un peu moins des vieillards de 90 ans qui veulent pas changer. Mais maintenant qu'on sait comment ça fonctionne, on se rend compte aussi que ça nous a beaucoup servi. Donc, je tiens à le dire que c'est effectivement
Pour les gens qui veulent lancer un média, s'ils ont 6 mois pour le lancer et ils sont peut-être pas aussi acharnés que nous, c'est important que eux, pour le coup, pivotent vite parce que nous, pour le coup, on avait la hargne vraiment de le faire. Donc, on a tenu suffisamment longtemps. Mais si vous n'êtes pas prêt à encaisser ça, c'est plus important de se positionner vite sur un sujet parce que comme ça, les gens vous prendront comme la référence de ce sujet et ce sera beaucoup plus facile pour eux de ne pas aller se désabonner ou perdre l'intérêt pour ce que vous faites. J'adore que tu valides cette méthode. C'est un peu la méthode laborieuse. Elle est moins sexy que celle de j'ai eu du talent et de la chance. Mais en fait, la méthode j'ai beaucoup travaillé, c'est ma méthode aussi. Et pour le coup, on en parlait hier encore, l'effet cumulé. C'est pareil. Moi, sur Clubhouse, j'étais à 3 rooms par jour pendant un certain temps. Sur LinkedIn, un live par semaine. Sur le podcast, un podcast par jour pendant 50 jours d'affilée. En fait, cette méthode-là, elle livre de vrais résultats, tout le monde le dit. Donc, si jamais vous n'avez pas tout de suite la chance d'être sur l'autoroute du kiff avec un alignement planétaire, le fameux Product Market Fit, vraiment, sachez-le, la vélocité au début, ça vous permet aussi, on n'en a pas parlé Valran, mais de monter en compétences très vite. Donc, quand tu débutes, il n'y a rien de mieux que de te mettre dans le bain très violemment. C'est le baptême du feu, quoi. Je suis totalement d'accord et qu'aujourd'hui, il y a Oussama Hamar que j'ai interviewé et qui disait quelque chose que je trouve très intéressant. Il disait on ne délègue que ce qu'on sait faire parce que sinon on prend le risque en fait de le déléguer à des gens qui ne savent pas le faire ou qui savent le faire mais qui le font plus lentement parce qu'ils gagnent du temps pour eux-mêmes profiter de leur vie. Et ça en fait ça a été une conception qu'on a eue très tôt dans le Crayon de vouloir à 4, on est 4 associés, à 4 on doit être capable de couvrir tout le terrain de notre boîte. Et après dans nos activités à tous les 4 on va les déléguer, mais on va les déléguer une fois qu'au moins l'un de nous 4 sait le faire. Ça va être sur la comptabilité, l'administratif et la finance pour Jules. Ça va être sur le commercial pour Sixtine. Ça va être sur la stratégie, le créatif pour moi. Ça va être sur la rédaction en chef et l'éditorialisation pour Antonin, le montage, la production. Et en fait, tout ça, c'est assez important. Mais c'est aussi, et ça me paraît très important, si jamais les gens qui nous écoutent sont là pour créer leurs propres médias, ça me paraît aussi très important de savoir si le média est un moyen ou une fin en soi. Nous, ça a toujours été une fin en soi, le média. C'est-à-dire que nous, le média, c'est ce qui fait au début nous créer une vitrine. Après, derrière, grâce à cette vitrine, à réussir à convaincre des clients et parfois même des très gros clients parce qu'on a bossé avec Google, avec l'Assemblée nationale, avec le ministère du Travail, avec des startups comme Slick ou d'autres. Et après, derrière, avec l'argent qu'on gagne grâce à ces contrats-là, de pouvoir réinvestir sur le média qui, à terme, sera évidemment le truc le plus rentable parce que le truc qui possède le plus d'effets cumulés. Je voulais te demander comment tu monétisais justement, c'est quoi le business model de ton média? En gros, nous, notre vision, c'est que fondamentalement, l'accompagnement de communauté. En fait, nous, on se positionne à mi-chemin entre plusieurs trucs, mais qui pour moi est la même chose, c'est le marketing, la communication et l'acquisition d'une entreprise. Je trouve que c'est dommage de le séparer comme 3 entités complètement différentes, alors que les 3, surtout dans les boîtes un peu Internet, en ligne, avec des communautés, ces 3 trucs-là sont fondamentalement mélangés et sont des choses en commun. Et donc, du coup, nous, ce qu'on essaie, c'est d'être une agence d'accompagnement 360 degrés, ou du moins le plus large possible là-dessus. Et donc, du coup, ça veut dire du média, de la production audiovisuelle, de la relation presse, de la relation publique, de la stratégie de distribution par des influenceurs, par des ads, par du community management, et très bientôt, une fois que le Covid se sera un peu calmé, des événements, parce qu'on est en train de lancer un pôle événementiel. Et en fait, le but, c'est de se dire, mettons que toi, avec Richmaker ou avec Marketing Square, tu as envie de communiquer sur ton projet, tu pourrais communiquer grâce aux médias, grâce à du contenu vidéo ou même visuel, grâce à de la production du visuel, grâce à de la stratégie de distribution par des influenceurs, des ads ou du community management, et par des événements où tu serais une speakeuse, où tu serais une intervenante dans un salon ou autre. Et en fait, si jamais tu confies ces 4 grands pôles à 4 différentes boîtes, les chances qu'il y ait des frictions entre les différentes boîtes, les chances qu'il y ait des mots différents utilisés, qu'il y ait en fait une asymétrie de fonctionnement entre les différentes boîtes, fait que tu peux te retrouver avec un panier troué à plusieurs endroits de ta stratégie parce qu'en fait, les boîtes ne communiquent pas entre elles et c'est à toi, en fait, d'être le manager global de toute la stratégie parce que tu dois gérer chaque pôle. Mais en fait, beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses n'ont pas le temps et leur principal objectif, c'est de s'occuper de leur projet à eux. Et c'est ça le truc qui est important pour nous. C'est qu'eux sont concentrés sur leur projet pendant que nous, on gère toute la globalité du process avec un seul interlocuteur au sein de leur entreprise et un seul interlocuteur au sein de la nôtre
Comme ça, la communication, elle se fait à 200 à l'heure. Le changement de ce qu'on appelle le wording, c'est-à-dire les mots-clés qu'on va utiliser, le changement de wording, il peut apparaître en l'espace de 2 heures sur une stratégie de 3 à 6 mois. Ça, il n'y a aucun moyen de le faire si tu bosses avec 4 entreprises différentes dans ta stratégie. Et c'est con, mais si tu sens que tu as une traction grâce à un mot et qu'à l'inverse, tu as un churn à cause d'un autre mot, si jamais tu n'es pas capable de changer en 2 heures, c'est déjà 2 jours, 3 jours de coûts perdus et qui sont en fait ni récupérés par l'entreprise, par notre client, ni récupérés par nous, en fait. Donc, c'est de l'argent perdu. Bon, tu as du talent pour le pitch, tu nous as bien vendu ton projet, mais raconte-nous comment tu l'as vendu à toutes ces belles boîtes, Google, l'Assemblée nationale, en moins de 2 ans. C'est quoi ton secret? Parce que moi, ce que j'adore, c'est que, en fait, vous êtes pour moi un média. Je découvre vos activités de service. Et du coup, c'est que tu as une méthode de vente qui est vachement low-key, comme on dit, pas tellement de prospection, en tout cas publique. Donc, c'est assez élégant. Raconte-nous comment tu organises ton closing derrière le rideau. On n'a pas fait de prospection publique, enfin, on en a fait assez peu pour 2 raisons. La première, c'est que je voulais qu'on soit certain du niveau qu'on avait et de la valeur qu'on pouvait apporter avant de le distribuer au grand public. Et je voulais être certain que ça ne dépendait pas de moi ou d'Antonin ou de Sixtine ou de Jules ou de gens dans la boîte. Je voulais que ça dépende de la boîte et pas des gens au sein de la boîte. Et là, on y approche. On est à 2-3 mois de vraiment avoir tout process pour que ça ne dépende plus de rien d'autre que de la structure de l'entreprise. Et donc, du coup, à ce moment-là, on commencera une prospection publique parce qu'on pourra accueillir un volume de clients 5 à 10 fois supérieur de ce qui est le cas aujourd'hui. Nous, au final, du coup, on s'est dit comment gagner le plus d'argent possible sans avoir, on va dire justement, du coup, un gros volume de clients, c'est avoir des clients qui peuvent payer cher pour un service dont peu sont experts. Nous, notre expertise, elle est sur plein de sujets, mais la plus grosse, c'est sur les réseaux sociaux. Il y a quasi, en fait, personne en France, mais vraiment, il faut s'en rendre compte, il y a quasi personne en France qui maîtrise tous les réseaux sociaux comme nous. On les maîtrise tous. Il y a peut-être certains réseaux sociaux où il y a des gens meilleurs que nous. Sur Instagram, on trouvera des gens meilleurs que nous. Sur TikTok, on trouvera des gens meilleurs que nous. Sur LinkedIn, toi la première, on trouvera des gens meilleurs que nous. Mais sur tous ces réseaux-là réunis, on sera imbattable, en fait. Et je le dis en le pensant, hein, on sera imbattable parce que ça fait 2 ans qu'on passe nos journées sur tous les réseaux sociaux. Donc, en fait, on connaît tout, on a rencontré tous les experts de ces réseaux sociaux-là. Parfois, d'ailleurs, on s'appuie sur eux pour construire nos stratégies en tant que prestataire externe de nos propres contrats à nous. Et en fait, du coup, on comprend bien tout ce profil-là. Et c'est des sujets sur lesquels les entreprises ont des vrais besoins. Et du coup, la prospection, comment on l'a faite? On l'a faite parce qu'on a rencontré ces gens-là, en fait, tout simplement. Parce que l'avantage de l'activité média, c'est qu'en fait, on crée du mouvement, j'ai envie de dire par définition. Par définition, notre activité crée du mouvement. Donc, en fait, après une interview, après un rendez-vous pour parler de notre chaîne YouTube, après un rendez-vous avec un politique pour parler de telle logique, tel projet dans la société pour améliorer une chose, en fait, ils se disent, mais pourquoi ce ne serait pas vous qui le ferez? Et nous, on arrive avec un grand sourire en disant, on s'y attendait un peu, on avait compris que c'est le sens que ça prenait, voilà quelles sont nos conditions, voilà quels sont nos prix, voilà comment on pourrait le faire et tout. Et donc, du coup, que ce soit Google, l'Assemblée nationale, le ministère du Travail et tout, Image 7, en fait, on a travaillé pour ces grosses structures, d'abord et avant tout parce qu'on était collé à elles par le média. Mais une fois qu'on a travaillé avec ces grosses structures qui nous ont rapporté un peu d'argent et beaucoup d'expérience, on s'est rendu compte que notre vrai product market fit, là où on était les meilleurs, c'était les startups en post-levée de fonds ou en pré-levée de fonds, juste avant la levée de fonds. Mais en fait, c'était des startups qui avaient trouvé leur positionnement, avaient trouvé leur product market fit et avaient besoin de passer à l'échelle. Et aujourd'hui, pour une startup, passer à l'échelle, ça rime souvent, pas toujours, mais souvent avec les réseaux sociaux. Et c'est là que nous, on intervient comme bras droit armé avec un immense bazooka pour aller tout dégommer avec eux sur leurs valeurs, sur leur alignement et sur la création d'une communauté. Nous, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on fait du marketing de valeur, on fait du marketing de tribu. On est là pour créer des tribus aux entreprises. Et leurs tribus, c'est leurs clients qui les défendent, c'est leurs ambassadeurs, c'est les gens qui croient fondamentalement au projet, au-delà de la qualité du service, aussi pour l'idée de société qu'il y a derrière. Et donc, du coup, forcément, il y a des entreprises qui apportent des besoins essentiels, mais moins à mission, on va dire. Et même si on fait du très bon travail pour elles, d'autres boîtes le feront très bien, aussi bien que nous. En revanche, les boîtes à mission ou les boîtes à valeur ou les boîtes qui ont un objectif fort qui parfois dépasse le chiffre d'affaires, là, on est clairement la meilleure entreprise parce que nous, on a vu
tout type de messages être communiqués depuis le début du média. Des messages culturels, des messages entrepreneuriaux, des messages sociétaux, des messages politiques. Donc, on comprend la sociologie d'un message. On comprend l'agrégation d'une communauté autour d'une valeur forte. Et donc, du coup, on est aujourd'hui une évidence par rapport à ça, aussi parce qu'on est les gens qui avons brassé le plus large dans la société. Donc, vous avez compris un peu la recette secrète de Valorant pour aller démarcher ses beaux partenaires. C'est dans un premier temps, vous l'avez entendu dans son pitch, il a très, très bien compris son unfair advantage. C'est-à-dire qu'au lieu de nous parler de toute sa branche de service, il nous a pas dit, alors on propose des services en community management, on fait un peu de RP. En fait, lui, il va tout de suite dans cette logique de niche dont on parlait tout à l'heure. Il va tout de suite dire, OK, on n'est pas les meilleurs par canaux, mais on est les seuls à faire ça. Et en fait, vous voyez à quel point c'est puissant et assertif déjà comme positionnement, en termes de positionnement commercial. Et puis, la recette numéro 2, tu as très bien identifié ton persona. Et en fait, il nous a fait comme ça, au calme, un petit peu les profils firmographiques de ses clients cibles. Donc déjà, il a compris où se trouvaient ses clients. Et de deux, il nous décrit vraiment leur peine, leur douleur, ce dont ils ont envie. Donc, il a aussi analysé le langage de ses clients. La troisième chose, le troisième critère essentiel pour moi que tu fais très bien, et c'est ça qui a dû te permettre de closer ces beaux contrats, c'est cette énergie. C'est qu'en fait, on l'oublie souvent, mais pour être un bon vendeur, il faut y croire. Il faut croire que votre stylo, c'est le meilleur, votre soupe, c'est la plus bonne de toutes les bonnes soupes de la terre, c'est une soupe de votre grand-mère que personne d'autre ne peut reproduire. Il faut envoyer du rêve. Et au final, on s'en fiche, tu vois, de est-ce que réellement c'est ça qui se passe derrière? Tu nous donnes envie, comme quand on en achète un gel douche, où on sait que la magie, elle va opérer parce que tout ça, au final, c'est beaucoup de magie, c'est dans la tête. Donc moi, j'adore. Je trouve qu'il y a une très belle narration dans ce que tu dis. Est-ce que tu fais la même chose pour aller débaucher des beaux invités? On fait à peu près la même chose pour être débauché de beaux invités, mais les beaux invités, pour le coup, c'est une question qui m'a beaucoup été posée, qui nous a beaucoup été posée au Crayon, parce que c'est le truc qui surprend le plus quand on regarde le Crayon. On se dit, vous êtes à peu près aux 100 000 abonnés, donc non, mais objectivement, c'est pas mal. Ouais. Mais sauf que pour les médias, il y a beaucoup de médias qui sont largement au-dessus de nous, et parfois sur des sujets moins globaux que nous en plus. Je prends juste l'exemple de Origine Média, qui est un média qu'on avait reçu lors d'une conférence qu'on avait organisée à la Sorbonne. Ils sont aujourd'hui juste sur leur canal Instagram, qui est quasiment leur seul canal. Ils sont aujourd'hui, eux, à 100 000 abonnés, donc ils sont au même niveau que nous. Là où nous, on est multicanaux, eux, ils sont juste un canal et ils sont au même niveau que nous. Mais il y a un immense mais. Le mais, c'est la marque par rapport à ça. C'est que le Crayon, c'est un média neutre ou à vocation neutre. Parce que je sais qu'il y a des gens que ça fait hérisser quand on dit neutre. D'ailleurs, ça m'amuse beaucoup. Allez nous engueuler de la trique. Et donc, du coup, en fait, le fait d'être un média neutre, ça fait qu'il y en a combien des médias neutres et jeunes aujourd'hui dans le paysage? En vrai, c'est très difficile d'en trouver. Il y a Hugo Décrypte, même si jamais il fait essentiellement de l'actu plutôt que du fond. Il y a Gaspard G, qui est plutôt neutre, même si jamais il a un petit bord politique un peu progressiste et qu'il incarne lui-même son truc. En fait, il n'y en a pas 150. Et du coup, comme il n'y en a pas 150, on est aujourd'hui rare. Et ça, c'est un des conseils, vraiment un des tips que je donnerais aux gens qui veulent lancer des médias. Lancer des médias sur des verticales rares. Créer de la rareté dans ce que vous faites. Si c'est pour créer un énième média, je fais les deux caricatures, on va dire, un énième média progressiste qui lutte pour les droits humains ou un énième média conservateur pour une France à l'ancienne, dans les deux cas, désolé les amis, vous êtes loin d'être les premiers et vous êtes loin d'être ceux qui auront le plus d'argent et le plus de moyens pour être les meilleurs. Donc, trouvez un axe différent, trouvez une idée différente. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être progressiste ou conservateur dans votre approche. Mais si votre axe, c'est le progressisme droit humain ou le conservatisme France était mieux avant, désolé, il y a déjà des mastodontes dans les médias digitaux dans chacun des deux domaines. Ça va être compliqué de se confronter à la concurrence de Brut ou de valeurs actuelles. Ça va être très difficile. Valorant, on n'est pas venu pour souffrir. Par contre, on n'est pas là pour se faire engueuler. Donc, tu baisses d'un ton. Je vais être gentil. Et dans tous les cas, dans le business, on le répétera jamais assez, il faut mettre aucun ego, mais vraiment aucun ego. Faut te dire que les critiques, on en parlait encore hier, quand vous avez un bon feedback, c'est de la force, et quand vous avez un mauvais feedback, c'est des nouvelles idées. Donc, faut vraiment prendre les choses comme ça et effectivement pas se mettre de barrières. Moi, j'aimerais revenir sur le sujet des invités parce que effectivement, on est tous coachés et je sais que tout le monde va me poser la question après cet épisode. Comment est-ce que vous avez eu des beaux invités comme ça? Est-ce que c'est à l'audace? Est-ce
Est-ce que c'est toi avec ton bagou? Est-ce que tu vas frapper aux portes? Mais dis-nous vraiment, c'est quoi la méthode pour tous ceux qui ont envie de se lancer? Je reviens à ce que je disais. Alors déjà, il y avait le côté un peu marque unique, dans le sens où il y a pas deux crayons. C'est introuvable sur les internets, et ça, pour le coup, c'est une petite fierté qu'on a, mais il n'y a pas deux crayons. Il n'y a pas deux crayons, notamment parce que n'importe quel média qui se lance aujourd'hui se lance sur une bulle idéologique, enfin, en politique et société. Et donc, du coup, en fait, c'est très rapidement des invités de gauche dans un média de gauche et des invités de droite dans un média de droite. Voilà. Ça, c'est la marque. La deuxième chose, c'est la recommandation qu'on a de nos prochains invités. Donc, le plus dur, c'est les 5-10 premiers invités. Et ces 5-10 premiers invités, vous avez fait un bon boulot, vous avez été sérieux, vous avez délivré un travail de qualité, vous pouvez leur demander des mises en relation. Et les gens là-dessus seront très bienveillants. Et ceux qui ne le sont pas, ça en dit plus sur eux que ça en dit sur vous. Ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Parce que les gens, généralement, sont plutôt bienveillants. Moi, si on m'invite, par exemple, si je suis invité dans ton podcast, bon, je l'écoute déjà avant, donc je l'aime déjà beaucoup. Mais si je connaissais pas très bien et que j'avais débarqué, je dirais, waouh, c'était trop cool, le résultat est trop bien. Je conseille à un de mes potes. Et la dernière chose, c'est le bagou, c'est l'audace. Et là, ça passe par des événements, ça passe par des manifs, ça passe par des after-work, parce que c'est un truc très parisien et tout. Mais ça, je prends juste un exemple. Najat Vallaud-Belkacem, donc l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, on l'a eu parce que mon associé Jules est allé à la manifestation de Nous Toutes le 8 mars 2020 et qu'il est allé la tanner. Elle a dit « Ok, bah, prenez mes contacts ». On lui a envoyé des emails, 3, 4, 5, 6. Et au 6e email, elle a répondu, elle est venue. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe si on avait envoyé que 5 emails? Et ça, je le dis aussi, c'est important. Soyez pushy, respectueux, poli, bienveillant, mais pushy. Parce que les gens, une personne comme Najat Vallaud-Belkacem, elle a 1 milliard de trucs à gérer. Elle n'en a rien à foutre du crayon par défaut. Elle a autre chose à gérer dans sa journée. Donc, fondamentalement, pour qu'elle nous voit passer, il faut toquer régulièrement à sa porte. Pas envoyer un mail tous les jours, mais toutes les semaines, toutes les 2 semaines, sur une période de 2 mois, 3 mois, ça suffira. Et ça a été pareil pour Rokhaya Diallo. Et une fois qu'on a reçu Rokhaya Diallo, après, on va dire 5-6 emails envoyés, comme on l'a reçue, elle est très bienveillante, elle adore notre travail, elle nous répond à partir de maintenant. Si on veut faire des événements, elle dira probablement oui. Si on lui met proposition de débat, elle nous répondra, oui ou non, mais elle nous répondra. Et en fait, c'est un peu la question du pied dans la porte. Et ça, c'est vraiment important d'avoir à l'esprit. Je prends juste mon exemple personnel, même si je ne suis pas du tout au niveau de célébrité de Najat Vallaud-Belkacem ou de Rokhaya Diallo. La réalité, c'est que je suis extrêmement sollicité parce que je suis le fondateur d'un média, comme j'ai dit, qui commence à avoir beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. Je suis très connecté sur plein de sujets. On propose plein de choses dans plein de verticales. Je termine quasiment toutes mes journées avec des dizaines de messages sur tous les réseaux sociaux. Donc, il y a des messages auxquels je ne réponds pas inévitablement, mais ce n'est même pas contre les gens. C'est juste, je ne les vois pas en fait. En revanche, quelqu'un qui va m'envoyer 2, 3, 4 messages, la probabilité que je le vois, elle est quasi certaine. Donc, je vais répondre. Parce que ce n'est pas contre les gens, ce n'est pas malveillant envers les gens que je ne réponde pas. C'est juste, j'ai autre chose à gérer. Et que ça, c'est un truc important quand on fait de la prospection. Mais ça, c'est pour des clients ou pour du média. Là, pour le coup, c'est la même chose. Les gens ne vous connaissent pas ou peu. Ils ont autre chose à faire de leur journée que vous répondre. Donc, pour qu'ils vous répondent, il faut soit être pushy, soit être piquer la curiosité, soit montrer qu'on propose quelque chose qui a de la valeur. Et nous, avant que les vues arrivent, aujourd'hui, on fait beaucoup de vues. Ce mois-ci, on doit être à 6 ou 7 millions de vues, toute plateforme, juste sur le mois de décembre. Ça, j'ai envie de dire, c'est la conséquence. Mais au début, on n'avait pas ces vues-là. Et donc, comment on arrive à faire venir les gens? On disait à Bernard Cazeneuve, par exemple, Bernard Cazeneuve, on a reçu Najat Vallaud-Belkacem, vous aviez fait partie du même gouvernement. Donc, si on a reçu Najat Vallaud-Belkacem, ce n'est pas indigne pour vous de venir. Et donc, du coup, ça se facilite. Ok, donc l'effet ricochet d'invité en invité, la recommandation finalement, on en parlera bientôt dans le podcast. Je vous invite à aller écouter l'épisode 73 sur comment parler aux journalistes où Cyrielle, qui est journaliste chez BFM TV, donc imagine à quel point elle est harcelée de sollicitations, elle nous explique justement, elle valide complètement ce que tu dis sur la relance. Et puis, ne vous vexez pas, ne prenez pas le seum. Moi, souvent, j'entends des gens dire « mais c'est bon, il m'a jamais répondu ». C'est vraiment dur. Moi, je comprends ce que tu vis, Valorant, parce que en fait, sur les réseaux sociaux, le fait justement qu'on soit pas des célébrités, tout le monde nous contacte. Alors, les célébrités, les gens, ils réfléchissent, je pense, à 2 fois. Nous, on a vraiment tout le flot des gens qui veulent des conseils business. Alors, moi, j'ai tout. J'ai les questions LinkedIn, le service après-vente LinkedIn, j'ai ma page entreprise LinkedIn est bloquée, les cloches ont disparu sur ma page, je n'arrive pas à me connecter. Enfin, en fait, voilà, on a beaucoup de messages. Et Louis, qui a un copain en commun, me disait hier après notre Instagram live, tu m'as jamais répondu à ma question que je t'avais
m'avait posé. Et depuis sa page business, il m'avait demandé du coup si Richmaker était ouvert à l'international. Des questions comme ça, on en a une centaine par jour. C'est vraiment chaud. Donc, hésitez pas à relancer. Prenez pas la mouche. C'est pas que les gens font les stars, c'est que c'est difficile à gérer au quotidien. Moi, j'ai bien aimé ce que tu as dit sur la méthode pour avoir des gros invités. Dis-moi ce que tu en penses. Moi, je trouve aussi que il faut pas oublier que les gros invités en soi, c'est pas automatique que vous allez réussir parce que vous avez un gros invité à dégager de la valeur. Et je vous donne un exemple. Souvent, j'entends que oui, c'est une super stratégie grosse d'avoir cette méthode, d'avoir des guest stars et de faire des collabs avec des gros tout de suite. Alors, moi qui suis dans la collab, je suis obligée de vous dire, le premier, vraiment, pour moi, la première question à se poser, c'est est-ce que je peux proposer quelque chose qui n'est pas proposé ailleurs? Je travaille mon unfair advantage comme notre Valorant qui est en face de moi. Et en fait, à partir de là, je trouve un partenaire qui est complémentaire ou affinitaire. Mais je me pose pas la question de qu'est-ce qui va me ramener comme audience. Pourquoi? Si vous avez une tête d'affiche et que vous couvrez un sujet qui est déjà couvert partout ailleurs, si votre tête d'affiche, elle fait un peu sa star et que du coup, elle n'est pas généreuse dans ce qu'elle délivre, pour moi, ça va être un raté. Ah ben je suis d'accord et je vais même prendre un exemple pour les gens qui nous écoutent. On a fait une de nos vidéos qui a fait le moins de vues dans notre mois de novembre. C'est une interview du ministre de l'Éducation nationale. Donc on est globalement avec le numéro 4 de l'État français et ça a fait moins de vues que des gens qui sont même pas connus parce qu'en fait, comme sa communication est calibrée, verrouillée et qu'en plus, c'est d'autant plus vrai sous Emmanuel Macron, les ministres et les gens qui travaillent au gouvernement apportent très peu d'infos supplémentaires qui ne seraient pas validées par le grand chef, et ben, en fait, ils se retrouvent dans la situation où ce que disent les ministres de l'Éducation nationale dans l'interview est très intéressant. On parle de jeux vidéo, on parle de gamification de l'éducation, mais c'est pas délirant, c'est pas révolutionnaire comme interview. Et donc, du coup, en fait, on se retrouve à faire moins de vues. Je crois que tout réseau confondu sur l'interview du ministre de l'Éducation nationale, on doit être à entre 30 et 40 000 vues, je pense, tout canaux confondus, alors que sur un débat entre deux personnes qui ont très, très, très peu de reach, que sont Anis Redskull et Aurélien Taché, le député de Seine-Saint-Denis, et ben, en fait, on a fait tout réseau confondu 350 000 vues. Et pourquoi? Parce qu'il y a un débat contre une interview, donc le débat, forcément, c'est plus sexy. On a un sujet qui intéresse beaucoup les gens, qui est la politique en banlieue, contre un sujet où il n'y a pas énormément d'informations supplémentaires à apporter, comme la gamification de l'éducation. Et on a des gens originaux qu'on n'entend pas souvent versus quelqu'un qu'on entend tout le temps sur ces sujets-là. Et donc, du coup, en fait, on oublie que l'éditorialisation dans les médias, c'est le sujet numéro 1. Mais je mets un petit mec quand même, parce que je prends juste l'exemple de Marketing Square. Moi, je l'ai découvert avec le podcast d'Arthur Aubeuf, qui est quelqu'un que moi, j'admire à titre personnel énormément. Il m'a, à titre personnel, réconcilié avec la gestion de la crise climatique. J'étais énormément frustré, moi, sur la crise climatique parce que je croyais réellement qu'on arrivait sur des problèmes importants, mais je trouvais que la mentalité défaitiste et collapsologue ambiante était quelque chose qui, moi, m'empêchait de me projeter dans quelque chose de pertinent là-dedans. Et j'ai rencontré Arthur, qu'on a interviewé pour le Crayon Business, et j'étais en mode, mais c'est extraordinaire. Enfin, quelqu'un qui me parle de ça avec humour et avec ambition, avec positivisme et avec volonté de trouver des solutions. Et je suis, du coup, depuis ce moment-là, très admiratif de ce mec-là. Et il a posté sur LinkedIn le podcast que vous aviez fait ensemble. Et c'est là que j'ai découvert. Mais si jamais il avait dit la même chose qu'il avait dit chez moi ou ailleurs, bah, en fait, j'aurais écouté 5 minutes et bon, je sais déjà ce qu'il va raconter. Là, il parlait de créer une communauté. J'avais jamais entendu Arthur parler de la création de communauté alors que je sais que c'était son cœur de métier à la base. Et donc, du coup, c'était hyper passionnant. Je me suis même inspiré de certains de ses tips, merci Caroline, sur le crayon en lui-même. Et donc, du coup, là, ça avait une valeur importante parce que c'était de l'éditorialisation. Parce que tout le monde parle à Arthur de Time for the Planet et d'écologie. Là, pour le coup, toi, tu lui parlais de création de communauté et de gestion de communauté. Effectivement, il y a deux intérêts. Alors déjà, Arthur va être trop content. Je vais lui envoyer l'épisode. Il va être trop content que tu dises ça parce que il travaille beaucoup en ce moment chez Time for the Planet. Donc trop touché de ce que tu dis. Je lui envoie un peu de force quand je peux. Ouais, c'est un ami, donc j'en profite pour dire que c'est quelqu'un qui est vraiment quelqu'un de bien et de profondément gentil. Donc c'est pas un personal branding pour faire le mec écolo. C'est vraiment quelqu'un qui est habité et je pense que ça fonctionne parce que ça se transmet. Il y a deux choses très intéressantes qui se dégagent dans ce que tu dis. C'est
En fait, l'intérêt, il est éditorial de faire des sujets de niche. Il est à la fois pragmatique, c'est-à-dire pouvoir se référencer sur des sujets qui sont, encore une fois, long terme. Vous cherchez pas pour faire exploser un média, c'est pas du buzz. C'est ce dont on parlait hier, la fameuse croissance vertueuse, la boucle de croissance. Positionnez-vous sur des sujets qui sont pas encore trop habités, apportez quelque chose de nouveau. Et puis aussi, moi, ça me tient à cœur qu'on en parle là parce que je suis avec toi. On parle du sujet des médias, on encourage les gens à se lancer. En fait, on a tous un rôle à jouer pour que le paysage médiatique il soit plus horizontal, pour qu'il y ait plus de diversité, qu'il y ait plus d'inclusion. Donc en fait, quand vous êtes aux rênes d'un média, qui est une personne ou 250 000 personnes, c'est notre responsabilité à tous de mettre en avant pas que les têtes d'affiche, pas que ceux qui ont déjà toute la gloire, mais les petites pépites qu'on trouve. Donc on est aussi des curateurs et je pense qu'il faut aussi se responsabiliser là-dessus. Complètement d'accord. Et je suis moi totalement pour cette nébuleuse de médias. Pour une raison toute simple, c'est que je crois que la meilleure manière de prédire le futur, c'est de le construire, en fait, tout simplement, ou d'essayer de le construire. Oh là là, c'est beau ce que tu dis. Oui, mais c'est des grandes phrases un peu faciles, Ouais. mais c'est aussi la réalité, parce que fondamentalement, avant que Brut n'existe, Brut n'existait pas. C'est con ce que je dis, mais du coup, il a bien fallu qu'il y ait un moment quelqu'un qui se dise, bon, on va uploader une vidéo sur un compte Brut qui avait à ce moment-là 0 abonné. Aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment 0 abonné. Non, mais je trouve que pour le coup, quand je dis c'est beau ce que tu dis, c'est que c'est fort et c'est surtout, il faut se décomplexer. Mieux vaut fait que pas fait. Donc, allez-y, n'ayez pas peur du ridicule. On va finir cet épisode qui nous a bien décomplexé. Merci pour tout ce que tu nous as partagé et surtout ce ton léger, le même que Arthur Aubeuf, tu vois, c'est un ton qui ambiance et qui décoince. Quels sont les freins et les pièges à éviter, les erreurs que tu voudrais qu'on évite de faire en se lançant, que toi, t'as fait? La première erreur, je pense, elle est dans la mentalité, dans le mindset, comme on dit dans les entrepreneurs. C'est en fait le fait de croire qu'on va avoir un nombre d'abonnés très grand à très court terme. Ça, à moins d'un petit miracle ou d'avoir un très bon ou une très bonne amie très connue sur les réseaux, ça n'arrivera pas. Et ce que je veux dire par là, c'est que en fait, ce que vous faites quand vous faites des médias, vous faites du compound effect, vous faites de l'intérêt composé. Et donc, ça veut dire que vous pourrez potentiellement, pendant votre 24e mois, pendant votre 36e mois, faire autant en termes de vues et d'abonnés que vous avez fait pendant vos 35 premiers mois. En revanche, il faut arriver au 36e mois pour faire ça. Il ne faut pas s'arrêter au bout de 6 mois. Et ça, c'est très important parce que comme c'est des business models difficilement rémunérateurs, les médias, ça peut être intéressant de lancer son média à côté de son activité. Comme ça, on crée une valeur et on fait nos tests sans avoir le stress quotidien de est-ce que j'ai bouffé ce soir. Et ça, c'est selon moi assez important parce que ça peut être vraiment un unfair advantage assez important par rapport à ceux qui lancent des projets dont ils sont nécessairement à plein temps dessus pour que ça marche. Un média, on n'est pas obligé d'être à plein temps dessus pour que ça marche. Une vidéo toutes les semaines à la même heure, ça peut suffire à créer une communauté sur un sujet. Et après, passer à l'échelle une fois qu'on aura le temps, le budget, tout ce qui va avec. Et ça, c'est pour moi le premier frein, c'est du coup celui-là, celui de croire que ça va être très rapide. Ça va pas être très rapide. En revanche, il y a un moment où ça va s'accélérer. Le deuxième, c'est le fait de croire que le monde est figé, de croire que vous avez votre idée en 2019 et qu'en 2022, votre idée de 2019 sera toujours la bonne. Peut-être, peut-être pas. Et vu comme le monde va très très vite, et dans les mentalités, et dans la technologie, et dans les réseaux sociaux, et dans la manière dont le monde s'orchestre, vous avez tout intérêt à être à la pointe de ce qui se fait. Donc, c'est d'une curiosité de dingue qu'il faut avoir. Il faut regarder tout le temps et sans jugement. Moi, il y a un truc qui me choque beaucoup dans les médias. Vraiment, ça me choque beaucoup. C'est un peu plus politique-société, mais on pourrait retrouver ça dans d'autres médias. C'est à quel point les gens qui ont des médias consomment peu de médias différents. C'est dingue. Pour moi, c'est que mon avis, mais pour moi, la créativité, l'imagination, l'inspiration, elle vient d'une quantité astronomique, et j'insiste sur le mot, de pluralité de consommation. Parce que si on ne regarde que des films d'action, on ne va jamais avoir l'idée de mettre une scène d'amour pendant un film d'action qui rendra ce film d'action légendaire. Mais pour mettre cette scène d'amour, il faut regarder un film d'amour. Et en fait, c'est ça l'erreur que font les gens. Ils se bourrinent de leur propre sujet en pensant que ça va les rendre meilleurs. Mais ça va les rendre plus experts, ça ne va pas les rendre meilleurs. Ça va les rendre plus experts. Si on veut être meilleur, vraiment j'insiste sur le mot, il faut voir d'autres choses. Parce que c'est en implémentant des choses de d'autres domaines dans votre domaine que vous arriverez à être original, que vous arriverez à être différent. Et la dernière chose que je dirais, c'est faites-le en kiffant, putain. Enfin, c'est un truc. Il y a beaucoup de gens qui font des podcasts, qui font du contenu, qui font des chaînes YouTube, des posts LinkedIn.
comme une forme d'impératif de ouais, c'est ce qu'il faut faire maintenant pour. Ouais, mais non, en fait. Parce que si vous n'aimez pas le faire, en fait, vous allez vous faire battre par des gens moins forts que vous qui aiment le faire. Et ça, c'est vraiment important. Et pourquoi moins forts que vous qui aiment le faire? Parce que ceux qui sont moins forts que vous qui aiment le faire, attendez suffisamment de temps et ils seront meilleurs que vous, si vous n'aimez pas ça. Ça, c'est clinique auprès de tous les… Mais ça, pour le coup, c'est même au-delà des médias, auprès de tout l'entrepreneuriat. Celui qui aime ce qu'il fait ira plus loin que vous. La fameuse courbe d'apprentissage. Exactement. Et notamment parce que si jamais… si je prends un exemple de divertissement, ça paraîtra peut-être beaucoup plus évident pour les gens. Si jamais vous adorez regarder des séries, bah à la fin, si vous passez votre journée à regarder des séries parce que vous adorez ça, vous allez connaître toutes les séries et vous allez être une des personnes qui connaît le mieux les séries. Si jamais vous regardez les séries alors que ça vous fait un peu chier, vous préférez, je sais pas, les débats télévisés, je dirais à la fin, vous allez moins regarder les séries, vous allez être moins concentré, vous allez retenir moins de choses. Je pense qu'en écoutant un podcast, en fonction de si on adore l'écouter ou si on aime moyen l'écouter, on en retiendra du simple au quintuple. Et moi, ça m'a souvent marqué parce que je regarde souvent des films avec des potes ou avec des copines et je me rends compte d'un truc qui est très intéressant, c'est quand je regarde un film, généralement les films un peu qui dégagent des choses intéressantes, tu vois. Donc ça va être des films qui t'apprennent quelques petits trucs. Ça peut être The Founder, donc le film sur McDonald's. Ça peut être le film là récent Don't Look Up qu'il y avait eu, qui t'apprennent plein de choses sur la société. Ces films-là, moi j'apprends plein de trucs sur la société. La personne qui regarde à côté de moi, parfois, elle en a vraiment rien à foutre. Elle a rien appris du film. Et donc du coup, si jamais la personne reçoit un message, elle va regarder son message pendant 5 minutes et en fait, elle va louper 5 minutes du film. Moi, je peux pas, en fait. Mais parce que ça me passionne, parce que j'adore ça. Mais ça, c'est une question juste de scope en disant que avec la même consommation, le même bouquin lu, le même film lu, le même podcast lu, 2 personnes n'en tireront pas du tout le même volume de connaissances. Et ça, c'est la concentration et le kiff qu'on a de le consommer, quoi, on va dire. Morale de l'épisode, regardez plus de films d'amour et puis surtout envoyez-nous votre avis sur Déni Cosmique qui est la nouvelle star de Netflix. On n'a pas trop bien compris pourquoi. En tout cas, merci beaucoup Valorant pour tout ce que tu nous as partagé. Où est-ce qu'on peut t'envoyer des mots d'amour, des remerciements pour l'épisode, des questions sur le crayon ou suivre toutes tes chaînes? Alors, le crayon, c'est sur tous les réseaux sociaux, mais je recommande YouTube parce que c'est là où il y a la version finale de nos contenus. C'est là où il y a l'entièreté de la vidéo. Et moi, à titre personnel, les réseaux que j'utilise personnellement, c'est Instagram et LinkedIn beaucoup. Instagram un peu plus que LinkedIn. Mais voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je ne pourrai pas vous répondre dans la journée, mais j'essaierai de vous répondre. Sous 48 heures ouvrées, s'il vous plaît. Très bien. 48 heures ouvrées, exactement. Jour ouvrable, mais c'est ouvert tout le temps chez les entrepreneurs. En tout cas, merci encore Valorant. Je mets tout ça dans les ressources de l'épisode. Et puis, merci à tous d'avoir écouté jusqu'ici. Envoyez-nous vos avis sur l'épisode et on vous dit bonne journée, soirée. À bientôt sur Marketing Square. Ciao. Ciao à tous. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique? Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.